Ok, coucou à tous. Troisième partie de ce cours sur les coenzymes. Alors, on en était là, on avait vu donc les différentes classes d'oxydoréductase et notamment on avait dit justement que ces deux classes ici, les oxydases et les déshydrogénases, utilisent des coenzymes d'oxydoréduction. Donc à présent, on va pouvoir parler justement de ces coenzymes d'oxydoréduction. Alors dans les coenzymes d'oxydoréduction, vous avez vu, je suis ici, coenzymes d'oxydoréduction. Dans ces coenzymes d'oxydoréduction, il y a ce qu'on appelle les coenzymes pyridiniques. Alors on n'a pas encore fait, mais on fera bientôt le cours sur les acides nucléiques. Les acides nucléiques, ce sont les ADN et les ARN. Et vous verrez que dans les ADN, par exemple, il y a ce qu'on appelle les bases azotées, A, T, G, C. Eh bien, ces bases azotées, il y a des bases pyridiniques et purines. Il y a des purines et des pyridines. Donc on verra un petit peu le différentiel, mais justement, ce que vous allez pouvoir observer là maintenant tout de suite, c'est les coenzymes qui utilisent une de ces bases azotées. Donc les coenzymes pyridiniques. Alors tout de suite, vous avez vu, on vous met coenzymes pyridiniques, ils agissent en termes de co-substrat, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas groupement prostétiques. Alors le premier coenzyme pyridinique dont je vais vous parler, donc c'est le NAD+. NAD+, donc premièrement il faut savoir l'écrire, mais il faut savoir ce que ça veut dire, c'est obligatoire. Ça veut dire nicotinamide, adénine, dinucléotide. Et puis vous avez son cousin, c'est une molécule qui est un petit peu différente, le NADP+, donc la seule différence c'est le P, donc c'est nicotinamide, adénine, dinucléotide, phosphate. Et tous deux sont dérivés d'une vitamine que l'on prend au petit-déj, qui est la vitamine PP. Alors, à quoi cela ressemble? Donc voilà ces deux molécules. Donc, est-ce que vous devez savoir dessiner ce coenzyme? Dans un premier temps, là maintenant tout de suite, je vous dirais non, d'accord? Mais en réalité, ce qu'il faut que vous sachiez, c'est que ici, vous avez une base azotée, donc ça fera partie du cours. Ça, c'est l'adénine. Ça fera partie du cours sur les acides nucléiques de première année, donc que vous devrez connaître. Ici, vous avez un ose qui est le ribose. C'est le ribose qu'on retrouve tout le temps dans les ADN et les ARN. Donc, ça fait partie du cours de deuxième année, donc vous devrez savoir le connaître. Ça, c'est un résidu phosphate qu'il faut connaître. Ça, c'est un résidu phosphate. Ça, c'est un résidu ribose. Et ça, c'est le nicotinamide. Et ça, vous devez à tout prix le connaître dans le cours des coenzymes. Donc, est-ce que vous devez savoir dessiner le NAD? Réponse, pas tout de suite, mais oui, assurément, il faudra savoir dessiner le NAD. Premièrement. Est-ce que vous devez à tout prix savoir reconnaître le NAD? Alors là, c'est indéniable, il faut à tout prix savoir reconnaître le NAD. Voilà. Alors, où est la petite différence entre NAD+, et NADP+? Eh bien, elle est juste ici. C'est-à-dire que sur ce ribose du bas, vous avez un phosphate en plus. Voilà. Et donc là, ici, on a deux coenzymes d'oxydoréduction qui vont agir. Donc ça, ce sont les molécules. Alors, si j'y arrive. Voilà. Alors, comment ils agissent? Quel est le mode d'action de ces coenzymes pyridiniques? Alors, vous allez voir, c'est pas bien compliqué. On va d'abord s'intéresser au dessin, pour faire simple. Ici, vous avez une molécule. Alors, je ne sais pas si vous la reconnaissez. Concentrez-vous ici. Vous avez un noyau avec un azote qui porte une charge ici. Et puis, en haut à droite, vous avez une fonction. Fonction quoi? Une fonction amide, CONH2. D'accord? Et elle va être transformée par une réaction d'oxydoréduction. On nous dit que c'est NAD+. Bah, ça ne ressemble pas du tout à NAD+. En fait, c'est NAD+, à condition qu'on comprenne ce que veut dire ce R qui est là. R veut dire un groupement radical. En fait, c'est que on n'a pas voulu dessiner toute la molécule en grand. Alors, je vous remontre. En fait, ici, vous avez le cycle, avec l'azote ici qui porte une charge plus. Et puis en haut à droite, vous avez la fonction amide, CONH2. Et en dessous, on nous a dit R. Ça veut dire qu'en fait, R est égal à tout ça. Ok? Donc que vous soyez du NAD ou du NADP, si on dit que tout ça est égal à R, eh bien ça veut dire qu'on va s'intéresser que à cette partie de cette molécule. Alors pourquoi on s'intéresse que à cette partie de cette molécule? Eh bien justement parce que c'est ici
que tout va se jouer, que tout va avoir lieu, que la réaction va pouvoir se faire. D'accord ? Le mécanisme d'action va se dérouler au niveau de ce cycle. Cette partie de la molécule, c'est elle qu'on appelle le nicotinamide. C'est pas pour rien qu'elle s'appelle nicotinamide, parce qu'elle est constituée de nicotine, ici. Nicotinide, je sais plus, enfin c'est un nom comme ça. Il faudra que je retrouve. Et puis d'une fonction amide. Bon. Et en fait, tout va se jouer sur ce carbone-là. Au départ, vous voyez, ce carbone-là, il a un seul hydrogène. Et une fois qu'il est réduit, parce qu'il y a un donneur ici de protons, AH2 c'est le plus fort réducteur, NAD+, c'est notre oxydant, on vous a mis NAD+, oxydant. Il rencontre une molécule réduite AH2, et AH2 va donner les protons. Mais en même temps qu'il donne les protons, il donne les électrons. Donc il donne 2 protons et 2 électrons. Donc NAD+, plus 2 protons plus 2 électrons va donner NADH+. C'est très 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 particulier. Hein. Mais comprenez par là que en fait, ce qui va se passer, c'est que dans les H2, il va y avoir formation de H+, plus H-. Le H+, va se retrouver en satellite. On le retrouve ici. Il va tourner autour de la molécule. Quand on écrit NAD+, donne NADH plus H+, le H+, en fait, c'est un H+, qui tourne autour, là, qui reste autour. Par contre, il y avait H-, et H- avec son moins est venu se coller à ce proton. Or, le H- qui se colle, je ne sais pas si je peux vous écrire, je vais voir si je peux vous écrire sur ma carte mentale. En fait, ici... Ah non, je ne peux pas écrire, c'est dommage. Alors attendez, je me trouve une feuille. Tac. Bref, je vais vous faire un petit dessin, hein, parce qu'un dessin ça vaut mieux que 10 000 explications, comme vous le savez. Voilà. Est-ce que j'ai un feutre? Ouais, super. Allez. Alors voilà, on a notre nicotinamide qui ressemble à ça. Voilà. Ici, il y a un H déjà, et ici, j'ai un R. J'espère que vous avez repéré que cet azote possède 4 liaisons. Donc s'il y a 4 liaisons, c'est qu'il y a une charge positive ici. Et puis ici, on a un truc très particulier, double liaison, simple liaison, double liaison, simple liaison. C'est ce qu'on appelle des doubles liaisons conjuguées, qui adorent tourner. D'accord ? C'est-à-dire qu'il va y avoir des transferts d'électrons. Et là, arrive AH2, donc notre molécule qui est donneuse d'électrons. Donc je vais vous la faire en rouge, par exemple. AH2, en fait, il va donner des électrons et des protons. H2 va être transformé en H- plus H+, ça va donner H2, plus A. Ok ? Et en fait, ce qui va se passer, c'est que ce H- ici va agir sur la molécule de NAD+. Donc ça, c'est la molécule de NAD+. Et là, on a un donneur. On a un donneur de H-. Alors H-, c'est particulier, on appelle ça un hydrure. Alors que ici, H+, c'est notre proton. Et c'est H- qui va agir. Alors comment H- va agir? Eh bien, regardez bien. La charge moins, ici, elle est attirée par ce carbone qui est là. Pourquoi? Parce que ce carbone qui est là, il est lié à une double liaison, qui est lié à une simple liaison, qui est liée à une double liaison, et une charge plus. Or, une charge moins, c'est un électron. Et l'électron est attiré par ce puits à électrons. Ici, cette charge plus n'est rien d'autre qu'un puits à électrons. Donc, quand la charge moins arrive ici, elle tombe sur ce carbone, et le carbone, il a déjà 4 liaisons. Il dit « Eh oh, ça va, j'ai déjà 4 liaisons, donc je ne peux pas en faire une autre, donc je ne peux pas accepter l'électron. » Et puis le carbone, il réfléchit, il dit « Ah, mais si, regardez, si je pousse l'électron ici, qui appartenait à cette double liaison, si je pousse la double liaison ici, ça peut le faire. » La liaison, elle dit « Eh, attendez, c'est bon, j'ai mon compte d'électrons. » Elle dit « Bon, d'accord, je vais pousser l'autre. » Et elle pousse l'autre, et l'électron qui était en trop va donc tomber dans le puits à électrons. Résultat du compte, la charge plus qui était là se retrouve éteinte. Donc ça nous dessine une nouvelle molécule, un nouveau NAD. J'espère que vous aurez compris que
l'azote n'a plus de charge positive, il se retrouve avec ce qu'on appelle un doublet d'électrons. C'est-à-dire qu'il avait un électron et une charge de plus. Un électron ici est venu éteindre la charge de plus, ça fait donc 2 électrons, donc c'est un doublet. La double liaison qui était là a disparu, donc je mets simple liaison. Par contre ici on a une double liaison, et ici on a une double liaison. Et là ici pour le coup on a un H, c'était le premier H, et puis on a un nouveau venu. Ici, c'est l'hydrure qui s'est collé. Autrement dit, cette molécule de NADH se retrouve sous la forme de NADH, H+. L'autre proton, ici, le H+, il tourne autour. H+. Voilà. Donc on a NADH, H+. C'est comme ça qu'on l'écrit. Au départ, on a NAD+, une charge plus ici sur l'azote, et à la fin, on a des NADH, H+. Voilà, c'est un mécanisme un petit peu particulier, un petit peu complexe, et c'est le seul cas où on verra ce genre de mécanisme, mais il est très important que vous sachiez l'écrire et que vous sachiez le comprendre, d'accord? Mais ce n'était pas le cours du tout d'aujourd'hui, hein. Le cours d'aujourd'hui, comme je vous le rappelle, c'est le cours donc sur spécifiquement le coenzyme. Donc je reviens ici. Donc on retrouve ici le AH2 a donné 2 protons. Il y en a un qui va se retrouver ici autour, et puis il y en a un autre, l'hydrure, qui s'est collé. Et là, vous avez les doubles liaisons qui sont de part et d'autre de l'azote. Alors, je n'ai pas dessiné, mais ici, j'aurais pu dessiner le doublet d'électrons sur l'azote. Ah, j'ai oublié de monter mon chrono. Voilà. Cette réaction, elle est très importante. On va le retrouver dans la glycolyse, mais on va la retrouver énormément de fois. Le NAD, vous allez le retrouver tout le temps. Ici, par exemple, cette réaction de la glycolyse, le 3-phosphoglycéraldéhyde en présence de phosphate inorganique plus NAD+, coenzyme d'oxydoréduction oxydé, va donner le 1,3-diphosphoglycérate plus NADH+, ici. Donc c'est une réaction très importante qu'on retrouvera en deuxième année. D'accord ? Autre chose à savoir sur ce NAD, et ça c'est très important par rapport au TP de biochimie, il se trouve que le NAD ou le NADH ont des propriétés très particulières. Quelles sont ces propriétés très particulières? Eh bien, ils absorbent le NAD+ et le NADH, ils absorbent tous les deux à 260 nanomètres. Alors, est-ce que c'est intéressant? Eh bien non, c'est pas intéressant. Par contre, ce qui est génial, c'est que vous voyez que les spectres ici d'absorption se dissocient. C'est-à-dire qu'à 340 nanomètres, on n'a qu'une seule des deux molécules qui absorbe. À 340 nanomètres, on n'a que le NADH qui absorbe, alors que le NAD+, lui, n'absorbe plus. Et ça, c'est génial. Pourquoi? Parce que ça va nous permettre de suivre en TP d'enzymo, on va pouvoir suivre la formation du NADH, c'est-à-dire la forme réduite, dans le temps, c'est-à-dire le produit. Alors, imaginez vos exos d'enzymo. On vous dit, oui, il se forme 3 moles de NADH. Et bien voilà, vous allez pouvoir voir en TP le NADH apparaître en regardant à 340. Donc à 340, vous n'avez que le produit qui apparaît. D'accord? Donc ça va être très intéressant en travaux pratiques. Donc c'est tout ce que je voulais vous dire à propos des coenzymes pyridiniques. On va regarder à présent un deuxième coenzyme, toujours dans les coenzymes d'oxydoréduction. On va voir un deuxième, non plus pyridinique, mais les coenzymes flaviniques. Donc autre type de coenzyme très important d'oxydoréduction. Et là, vous voyez que ce ne sont plus des cosubstrats, c'est-à-dire un dentier libre, mais là, c'est un groupement prosthétique, c'est-à-dire c'est un coenzyme qui est lié à l'enzyme. Alors voilà à quoi il ressemble. On nous dit, on en a deux types. On a le FMN. FMN, il faut savoir par cœur ce que ça veut dire. Ça veut dire flavine mononucléotide. Et puis on a le deuxième qui est le FAD, flavine adénine dinucléotide. Alors peut-être que vous repérez que finalement, FAD, ça ressemble à NAD. D'accord? Alors je ne vous ai pas dit tout à l'heure en fait pourquoi on disait nucléotide. Alors c'est pas nucléotide, c'est dinucléotide. Une petite erreur de ma part ici. Il faudra que je corrige. Alors, je reviens ici. Pourquoi est-ce qu'il y a un D? Dinucléotide. Donc ça c'est très important à comprendre. Dinucléotide veut dire deux nucléotides. Mais c'est quoi un nucléotide? Un nucléotide,
on en reparlera quand on fera le cours sur les acides nucléiques, c'est-à-dire sur l'ADN et sur l'ARN. Un nucléotide, en fait, c'est une brique du polymère ADN. C'est un morceau. Le nucléotide, c'est la brique. De quoi est constituée cette brique? Eh bien, là, ici, on voit un nucléotide. C'est aussi simple que ça. En fait, un nucléotide est constitué d'une base azotée. Ici, vous avez l'adénine, c'est une base azotée, plus un ribose, c'est un ose, plus un groupement phosphate. Et tout ça forme ce qu'on appelle un nucléotide. Et donc, l'ADN, qui est un acide nucléique, est constitué d'une suite de nucléotides. Un nucléotide, plus un autre, ça forme un polymère. C'est un polynucléotide. Mais alors, revenons à notre question, c'est quoi un dinucléotide? Parce que NAD veut dire N-adénine, veut dire nicotine, nicotinamide, adénine, dinucléotide. Pourquoi dinucléotide? Eh bien parce que ici, vous avez un nucléotide, mais là, vous en avez un autre. Alors, ce n'est pas un vrai nucléotide, c'est un pseudo-nucléotide. Parce que vous avez bien un phosphate, un ribose, et ensuite quelque chose qui ressemble à une base azotée. Mais les bases azotées, il n'y en a pas 36 000. Il y a A, T, G, C et U. D'accord? Ça, c'est la nicotinamide. Ce n'est absolument pas une vraie base azotée qu'on retrouve dans l'ADN et l'ARN, mais il y a quand même pas mal d'azote. Donc, ça a l'air de ressembler à un nucléotide. Donc, autrement dit, ceci ressemble à un dinucléotide. C'est pour ça qu'on dit que cette molécule, c'est le nicotinamide, adénine, dinucléotide. D'accord? Donc ça ressemble à un dinucléotide. De même ici, nicotinamide, adénine, dinucléotide, phosphate. Revenons au FAD. Le FAD ici, c'est quoi? Flavine, adénine, dinucléotide. Alors, l'adénine, elle est là. Là, j'ai mon ribose et mon phosphate. Donc, j'ai bien un dinucléotide, puisque après j'ai un phosphate, un ribose, et quelque chose qui contient beaucoup d'azote. Alors c'est quoi cette molécule? Moi je l'appelle la 3 raquette, il y a 3 cycles. Alors je l'appelle la 3 cycles ou la tri-raquette, peu importe, vous l'appelez comme vous voulez. C'est la flavine. Est-ce que vous devrez savoir la redessiner? Assurément non. Est-ce que vous devrez savoir reconnaître cette molécule? Absolument. Il faut à tout prix savoir reconnaître cette molécule. C'est pas compliqué, quand vous voyez 3 cycles comme ça, c'est la flavine, qu'on retrouve soit dans le FMN, soit dans le FAD. Et donc, le FAD, c'est quoi? C'est flavine, adénine, dinucléotide. C'est comme le NAD, sauf que à la place de mettre de la nicotinamide, eh bien, dans cette molécule, ici, on a mis de la flavine. Et ça donne le FAD. D'accord? Autre petite particularité entre FAD et NAD. Le NAD, ça ne vous aura pas échappé, le NAD, on dit NAD+, parce qu'il y a un azote qui est chargé positivement. Dans le FAD, eh bien, il n'y a pas la nicotinamide, d'accord? Il n'y a que la flavine, et cette flavine n'est pas du tout chargée, elle n'a pas d'azote qui sont chargés positivement. Donc on dit FAD et pas FAD+. Et puis il y a son cousin, qui intervient aussi de temps à autre, mais qui n'est pas un dinucléotide, c'est-à-dire qu'il y a la flavine, il y a un pseudo-glucose, 1, 2, 3, 4, 5, c'est-à-dire 5 carbones avec des oxygènes. Ici, il y a 1, 2, 3, 4, 5 carbones avec des oxygènes, c'est un ribose, c'est un ose. Donc là, c'est un pseudo-ribose, c'est pas du tout un ribose. Et puis un groupement phosphate, ça ressemble à un nucléotide. D'où on dit que ce coenzyme d'oxydoréduction est un mononucléotide, c'est de la flavine mononucléotide, le FMN. Voilà. Et ces deux coenzymes, FMN et FAD, sont des coenzymes d'oxydoréduction. Ce sont des groupements prostétiques, c'est-à-dire qu'ils vont se lier covalemment à l'enzyme. Alors on va voir justement, précurseur, la vitamine B2. Donc la vitamine B2 est le précurseur de ces deux coenzymes. C'est-à-dire que cette vitamine B2 va être transformée pour donner le FMN et le FAD. Mode d'action. Alors le mode d'action, on le reverra en détail quand on fera le métabolisme. Je vous assure qu'on le reverra en détail. Ce n'est pas exactement le même mode d'action qu'on a vu pour le NAD, mais au final, il y a toujours AH2, donc il y a un substrat qui va être réduit, qui va donner ces deux protons et ces deux électrons. Vous voyez, il devient AH2 devient A, donc il a cédé 2 électrons et 2 protons, et pour le coup,
on n'obtient pas FAD+, FAD H,H+, comme on l'a vu avec le NAD, mais cette fois-ci, on obtient FADH2. Donc les deux hydrogènes, là, pour le coup, se fixent sur la molécule. Et voilà la molécule. Alors vous allez me dire, mais monsieur, ils sont trompés, ça, c'est pas le FAD ou le FMN. Ben si, en fait. C'est une partie, c'est un zoom sur la molécule. Alors c'est quel zoom? Concentrez-vous bien. C'est la partie où il y a N, double liaison, simple liaison, double liaison, N. Allons voir ici. Dans la flavine, ça se trouve ici N, double liaison, simple liaison, double liaison, N. Et ici, N, double liaison, simple liaison, double liaison, N. Ça ne vous aura pas échappé que ici, la tri-raquette est à l'envers par rapport à là. C'est juste que la molécule a tourné. Bon, mais c'est bien la même molécule. En tout cas, le mécanisme d'action de tout ça, du FAD ou du FMN, se passe juste ici. Et c'est pour ça qu'on vous a dessiné que cette partie de molécule dans le mécanisme d'action. Et globalement, ce qui va se passer, ça va se passer en deux temps. Je vous le décrirai en détail quand on fera le métabolisme, mais globalement, un hydrure va venir se fixer sur ce premier azote, et la double liaison qui était là va venir se décaler ici. Donc on va retrouver la double liaison ici, et puis la double liaison qui est là, elle va venir chercher un hydrogène ailleurs. Donc tout ça, je vous le redécrirai un petit peu plus tard. Ce que vous devez savoir aujourd'hui, c'est que le FAD et le FMN, il faut savoir les reconnaître, que ce sont des coenzymes d'oxydoréduction, groupements prosthétiques, c'est-à-dire qui sont liés à l'enzyme. Et voici un exemple, mais ça vous n'avez pas à le savoir pour l'instant, on le reverra en métabolisme, d'intervention de ce FAD dans la bêta-oxydation des acides gras. On en reparlera plus tard. Voilà. Et là aussi, comme on l'avait vu tout à l'heure, on avait vu que on pouvait suivre enzymatiquement en TP le couple NAD-NADH, avec le NADH qui absorbe spécifiquement à 340. Donc vous verrez qu'on va faire plein de TP où on sera à 340 nanomètres pour suivre le NADH. Eh bien, il se trouve que pour ce qui est de ce coenzyme flavinique, on a aussi des propriétés spectrales. C'est-à-dire que en fait, FMN et FAD vont absorber dans le visible. 340, ça ne vous a pas échappé que c'était l'ultraviolet. Eh bien, ici, FMN et FAD absorbent dans le visible sous la forme oxydée, c'est-à-dire FAD est jaune. Par contre, FADH2 ou FMNH2 sont totalement incolores. Ça veut dire qu'on va aussi pouvoir les suivre dans une réaction d'oxydoréduction en travaux pratiques. Ça, c'était donc les coenzymes très importants qui sont des coenzymes d'oxydoréduction qu'on va devoir utiliser en cours, en exercice, mais aussi en TP. Il existe d'autres types de coenzymes qui vont s'allier donc avec d'autres types d'enzymes. Et je vais vous présenter ces coenzymes. C'est le groupe des coenzymes transporteurs de groupement. Et vous allez voir qu'il y en a plusieurs, mais on va aller beaucoup plus vite, ça va être beaucoup plus simple. Donc, coenzymes transporteurs de groupement. Alors vous allez me dire, mais monsieur, les coenzymes d'oxydoréduction, ils transportent des électrons. Oui, des électrons et des protons, mais les électrons et les protons, on ne les classe pas vraiment dans des groupements. Vous allez voir de quoi on parle dans les groupements. Alors le premier et le plus important d'entre eux, c'est le coenzyme A. Ça s'écrit comme ça, coenzyme A, on l'écrit CoA, et la formule simplifiée que vous aurez tendance à souvent utiliser, et il faudra utiliser que celle-là en métabolisme, je vous rassure, ce sera CoA, liaison SH. Pourquoi SH? Parce que tout se déroule au niveau de ce sulfhydryl. Alors SH, ça a les mêmes propriétés que OH, c'est-à-dire que c'est la propriété d'un alcool, c'est-à-dire qu'il y a un doublet d'électrons sur le S qui va venir réaliser des réactions nucléophiles. On en reparlera quand on fera le métabolisme. Voici à quoi ressemble cette molécule. Alors vous allez me dire, ah non, j'en vois déjà qui sont en train de s'évanouir. Monsieur, est-ce qu'il faut connaître par cœur cette molécule? Réponse, non. Est-ce qu'il faut savoir la reconnaître? Réponse, oui. En fait, cette molécule, elle n'est pas si compliquée. C'est une longue molécule qui finit par SH. On l'écrit CoA-SH. D'accord? Qu'est-ce qu'on a dedans? Par contre, ce serait quand même bien de savoir ce qu'on a dedans. D'accord? On pourrait très bien vous demander à l'écrit de distinguer les différents éléments constitutifs du coenzyme A. J'espère que vous reconnaissez, on en a beaucoup parlé dans le NAD et le FAD, cette molécule. NH2, 2 cycles, beaucoup d'azote. Regardons un petit peu plus haut. Ici, au niveau du FAD, NH2, 2 cycles, azote. D'accord? Et puis au niveau du
FAD, du NAD, pardon, ici, NH2, 2 cycles, azote, c'est l'adénine. L'adénine qu'on retrouve dans l'ADN. Eh bien, le coenzyme A, il possède de l'adénine, c'est génial. Et puis ici, on en a déjà beaucoup parlé, c'est un ribose, avec un groupement phosphate. Donc là, en fait, on a ce qu'on appelle l'adénosine, 3' phosphate. Tout ça, vous saurez parfaitement l'identifier quand on aura fait le cours sur les acides nucléiques. Ensuite, on a 2 phosphates, et quand on a 2 phosphates, on parle d'un groupement pyrophosphate. Ensuite, on a une molécule qui ressemble à l'alanine, l'acide aminé, mais qui n'est pas pareil, c'est un isomère, donc on parlera de bêta-alanine. Et puis, on a une molécule qui ressemble à l'éthanol amine. C'est quoi l'éthanol amine? Eh bien, c'est 2 carbones, carbone-carbone, éthanol, donc OH, mais c'est pas OH, c'est SH, donc on dit le thioéthanol, c'est-à-dire que thio veut dire qu'il y a un soufre à la place d'un O, donc thioéthanol et amine. Il y a un NH2 à la fin, thioéthanol amine. Bon, tout ça, c'est du blabla, vous n'avez pas besoin de le connaître par cœur. C'est dérivé d'une vitamine qu'on prend dans tous les déjeuners, c'est la vitamine B5, et ce coenzyme, c'est le coenzyme hyper important du métabolisme, d'accord? Il y en a 3 très importants, il y a le NAD, le FAD et le coenzyme A qu'on va retrouver partout dans le métabolisme, donc il est très important. Ne nous énervons pas. Alors, qu'est-ce qu'il permet? On vient de dire qu'il permet un transport de groupement. Alors effectivement, il va permettre de transporter des groupements. Mais quel type de groupement? Eh bien, il va transporter des groupements acyles ou des groupements acétyles. Ah, monsieur, c'est quoi encore ces noms? Eh bien, ces noms, il faut les connaître à tout prix. Donc, je vous ai fait un dessin. D'accord? Ici, j'espère que vous reconnaissez l'acétylcoenzyme. Pardon, le coenzyme. CoA-SH. CoA-SH. D'accord? Et ce coenzyme A, il peut réagir avec 2 types de molécules qui se ressemblent. D'accord? Ce sont des acides. C-OOH, donc R, C-OOH, R, C-OOH. Je vous ai fait 2 lignes parce qu'il y a 2 cas. Soit R est un simple méthyle, et à ce moment-là, ça veut dire que méthyle plus C-O, c'est ce qu'on appelle un groupement acétyle. D'accord? Et c'est le groupement acétyle qui va être pris en charge par le soufre. Et le soufre va venir se coller au groupement acétyle. Et on va obtenir la molécule très importante en métabolisme qu'on va beaucoup reparler, qui est l'acétyl-CoA. Ok? Par contre, si il n'y a pas que un méthyle, mais qu'il y a X CH2, CH3, CH2 N fois, ça ne s'appelle plus un acétyl, ça s'appelle un acyle. Et le S va venir attraper l'acyle, CH3, CH2, COO. Et on obtient un acyle-CoA. Et cet acyle-CoA, on va beaucoup en reparler lorsqu'on fera le métabolisme des lipides. D'accord? Ensuite, peut-être que vous avez repéré que cette molécule-là ou celle-là, en fait, ce sont des esters. J'espère que vous savez, que vous vous rappelez ce qu'est un ester. Un ester, c'est quoi? C'est un acide, donc par exemple R, C doublon, O, R'. Alors vous allez dire, mais monsieur, c'est pas un O, là, c'est un S. Oui, c'est vrai. Mais dans le tableau de Mendeleïev, les S, je vous l'ai dit, hein, c'est comme un alcool, sauf que c'est un thiol. Eh bien, les S sont dans la même colonne que les oxygènes, c'est-à-dire qu'ils ont les mêmes propriétés. Donc c'est comme si c'était un alcool. Donc R, C doublon, O, S, R', c'est un ester, et on appelle ça un thioester. Autrement dit, ici, cet acyle-CoA, c'est un acyle-thioester, et ici, cet acétyl-CoA, c'est un acétyl-thioester. Je ne vais pas vous prendre la tête tout de suite, mais sachez que c'est une notion très importante que l'on reverra lors du métabolisme. Vous êtes en train de vous rendre compte, j'espère, que ce cours sur le coenzyme, c'est notre dernier cours d'enzymo, mais c'est aussi un super cours très important pour le métabolisme. J'espère que vous en rendez compte. Okay? C'est tout pour ce que je vous dirai sur le coenzyme. Okay? Deuxième type de coenzyme transporteur de groupement, le phosphate de pyridoxal. Alors celui-ci, je vous en parle brièvement. Donc il vient de la vitamine B6. Vous n'avez absolument pas à savoir le reconnaître.
On en reparlera lorsqu'on fera le métabolisme. C'est un groupement prostétique, c'est-à-dire qu'il est lié à l'enzyme. Et il permet quoi? Il permet le transfert de groupement NH2. Alors, moi, je suis déjà en train de m'exciter, là. Je trouve ça génial. Vous ne comprenez pas de ce que je vais vous dire, mais il appartient à une classe d'enzymes très importante, les transaminases. Et on a beaucoup travaillé ensemble les acides aminés. Eh bien, sachez qu'il y a un truc formidable dans notre corps qui est le mécanisme suivant. Quand vous avez un acide aminé 1 et que vous voulez, votre corps veut fabriquer un acide aminé 2, eh bien, c'est tout à fait possible. Il suffit qu'il donne le groupement NH2 à un acide. Vous voyez, cet acide, il n'a pas de NH2. Et vous voyez que cette molécule rouge, paf, elle devient aminée. Alors bon, j'ai piqué ça sur Google, ce dessin, ça aurait été moi qui l'aurais fait, ça aurait été moins propre, mais le NH2 aurait été bleu. Hein. Donc en fait, c'est ce qu'on appelle une transamination. On a transféré un groupement NH2. C'est génial. C'est une transaminase. Mais qui a transporté le groupement NH2? J'espère que vous voyez ce que je veux dire. C'est un coenzyme qui a transporté. Donc l'enzyme est une transaminase. Il y a un groupement prostétique qui est le phosphate de pyridoxal qui va venir charger, alors je ne sais plus où c'est, je crois que c'est là. Il va charger le NH2. Donc il pique le NH2 à cette molécule et il vient le donner à cette molécule rouge pour donner ce nouvel acide aminé. C'est génial. À partir d'un acide aminé, on peut en créer un autre. Transamination. Autre chose que vous devez savoir, très important sur les transaminases, ce sont des enzymes très importantes dans notre corps qui se trouvent principalement au niveau de notre foie. Et quand le foie est abîmé, par exemple une cirrhose ou une hépatite virale, eh bien à ce moment-là, les transaminases sont libérées dans le sang. Donc, si quelqu'un fait une jaunisse, on lui fait une prise de sang et on fait un test enzymatique sur les transaminases. Ok? Donc ça, c'est un truc très important. On en reparlera en deuxième année lorsqu'on fera le métabolisme des acides aminés. Et oui, ça existe, le métabolisme des acides aminés. Troisième type de coenzyme transporteur de groupement, le thiamine pyrophosphate, qui dérive de la vitamine B1 que vous prenez au petit déjeuner. C'est un groupement prostétique. Voilà à quoi il ressemble. Et là, vous retrouvez un truc qu'on a déjà souvent parlé, cette espèce d'azote là avec un plus et des doubles liaisons. Il a 4 liaisons autour de lui. Et en fait, c'est un puits à électrons. C'est encore une fois un truc génial, un puits à électrons. Je vais vous en parler tout le temps en deuxième année. Les puits à électrons. Donc, ce n'est pas du tout, vous ne devez pas du tout connaître cette formule, le TPP, thiamine pyrophosphate. Et qu'est-ce qu'il fait? Quel est son intérêt? Eh bien, lui, il va transporter des groupements aldéhydiques et il va être très important pour les décarboxylases. On a souvent parlé des décarboxylases dans les cours d'enzymo précédents, c'est-à-dire des molécules qui enlèvent des groupements CO2, donc des groupements carbonés. Et bien là encore, il faut un groupement prostétique, c'est-à-dire un coenzyme. C'est le TPP qui réalise ce vol, le vol du CO2, pas pour les décarboxylases, c'est le TPP qui le fait. Et enfin, dernier coenzyme, et on aura fini ce cours, youpi, la biotine, formidable molécule, la biotine, avec ce long bras et cette raquette. En fait, c'est aussi un groupement prostétique. Et en fait, avec ce long bras, ce COH va faire une liaison avec une lysine. Rappelez-vous, la lysine, c'est un acide aminé qui a un long bras. Donc, dans le site actif de l'enzyme, vous aurez le long bras de la lysine associé au long bras de la biotine et enfin la raquette. Et cette raquette, elle va porter un COOH, donc un groupement carboxylé. Et elle va venir carboxyler d'autres molécules. Donc, elle va intervenir, cette biotine, dans les réactions de carboxylation, les carboxylases. D'accord? Et c'est une des étapes importantes, c'est dans la néoglucogénèse. C'est ce qui fait que quand vous commencez à avoir faim, je suis sûr qu'à force de regarder les cours, vous commencez à avoir faim, vous êtes à jeun et votre corps est en train de fabriquer des sucres. Et pour fabriquer des sucres, il faut coller des carbones à d'autres carbones. Donc, intervention de carboxylase. Et les carboxylases nécessitent un coenzyme particulier, groupement prostétique, qui est la biotine. Ça y est, j'ai fait le tour. J'ai fait le tour de ce cours. On a fini le cours d'enzymo avec ce cours sur les coenzymes. Petit résumé, on a des coenzymes qui transportent des groupements. Quel type de groupement? Eh bien, par exemple, des acétyles
ou des acyles très importants, le coenzyme A, ou alors des groupements carbonés avec le phosphate de pyridoxal, ou alors ici des réactions de décarboxylation ou de carboxylation. Donc ça, c'est les transporteurs de groupements. C'est principalement les trois qui sont là, groupement prosthétique. Par contre, celui-ci est un co-substrat, l'acétyl-CoA, on en reparlera souvent. Et puis, cet autre grand groupe de coenzymes qui sont les coenzymes d'oxydoréduction que vous devez connaître avec le NAD, d'accord, et puis son cousin, le FAD, qu'on va énormément retrouver dans les cours sur le métabolisme. Ok, j'en ai fini, j'espère que je ne vous ai pas trop pris la tête. Ce cours est à parfaitement bien connaître. Prochainement, un devoir maison à faire sur ce cours. Sur ce, je vous dis à bientôt. Je vous souhaite une belle journée ensoleillée. Ciao.